Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je reçois Serge Barcellini, historien de formation, contrôleur général des armées, président du Souvenir français depuis 2015, ancien directeur du cabinet de 3 secrétaires d'État aux anciens combattants et à la mémoire, ex-chargé de mission de nombreuses entités au service de l'État et ex-directeur général de l'Office national des anciens combattants. Il est également, alors vous me dites si je me trompe, co-auteur avec Annette Wieworka d'un ouvrage sur les lieux de mémoire et de la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr auteur de nombreux articles historiques. Alors bonsoir. Serge Barcellini, c'est un grand plaisir encore une fois de vous recevoir. Il ne serait pas inutile de revenir sur un peu l'historique du souvenir français, parce que, il faut le dire, aujourd'hui, où nous avons malheureusement à déplorer une grande déperdition de témoins et d'anciens combattants, je crois que plus que jamais, le souvenir français a besoin d'être connu et reconnu. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous avez tout à fait raison. Et on pourrait même centrer notre propos sur l'ère des témoins, c'est terminé. Nous avons connu ces 30, 40 dernières années l'ère des témoins. Ceux qui portaient la mémoire avec émotion, c'est ceux qui avaient vécu les événements. Simone Veil est un très bel exemple de cette ère des témoins. Nous quittons l'ère des témoins. Or, l'ère des témoins, c'était histoire plus émotion. Que se passe-t-il après l'ère des témoins? Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de l'histoire et nous avons besoin de conserver de l'émotion. Car sinon, nous avons une déperdition de la nation, nous avons un émiettement de la nation, et le vivre ensemble ne fonctionne plus. Voilà, je crois que c'est ça qui est fondamentalement le sujet qui doit être le sujet mémoriel d'aujourd'hui. La mémoire, c'est pas pour faire mémoire seulement, c'est pour faire nation. Je crois qu'il y a là une nécessité absolue, une nécessité absolue. Alors, vous me questionnez sur le souvenir français. Alors, le souvenir français, c'est justement une association qui a été créée pour faire nation. En 1887, elle a été créée par la République, pour la République, pour partager une histoire commune. Et depuis 1887, le souvenir français tente de répondre à cette obligation de partage d'une histoire commune, avec histoire commune, bien sûr, du 19e, 20e et 21e siècle. Histoire commune de combattants, mais histoire commune également de victimes. Histoire commune de pages lumineuses, mais aussi de pages sombres. Nous avons cette obligation pour faire nation, que chacun s'y retrouve. Oublier des pages, comme on l'a fait trop longtemps sur certaines pages sombres, et je pense en particulier à la Shoah, c'est ne pas faire nation. Et c'est aussi ces questions qui sont devant nous. Oui, alors 1887, mais après avoir fait les recherches, je me suis aperçu que vous aviez été reconnu d'utilité publique en 1906. Absolument. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant. Mais si vous voulez me faire parler d'histoire, on est perdu. Non, mais c'est 1906, figurez-vous, 1906, alors le souvenir français, 1887-1906, il a une activité particulière. Il doit enraciner la République. C'est pas simple, enraciner la République sur 1870, tout simplement parce que c'est le clergé qui s'occupe des tombes. Donc, la République tente de se réapproprier l'histoire. En 1906, ça n'a pas été sans mal, je suppose. Je ne vais pas vous raconter les problèmes que ça a pu poser. Et en 1906, tout change. Pourquoi? Parce que l'orientation de la politique nationale va être sur la revanche. Et un général de la défense, un général militaire, un général, de l'armée, va convoquer le souvenir français en 1906, justement pour demander aux responsables du souvenir français de créer un souvenir français en Alsace-Moselle. Et la reconnaissance des souvenirs français auxquels vous faites allusion, c'est exactement en 1906, au moment où le souvenir français démarre, on peut dire, une seconde action, qui est d'être le fer de lance de la revanche. C'est ça. Alors, dans mes recherches aussi, je vois 3 mots qui donnent un peu la quintessence de votre action. Entretenir, conserver, transmettre. Chaque mot, évidemment, veut dire quelque chose, a un sens profond.
Et je crois que votre honneur, si je puis dire, au Souvenir français, c'est de ne pas abandonner, en particulier, ceux qui ont donné leur vie pour le pays, ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Alors, entretenir. Entretenir, c'est ça. Entretenir, c'est partir du principe qu'une tombe, par exemple, nous parle. Une tombe, ce n'est pas qu'un lieu de tristesse, c'est aussi un lieu d'explication. C'est un lieu qui nous apprend quelque chose. Par exemple, le Souvenir français a signé avec Yad Vashem, avec l'association Yad Vashem, a signé une convention pour sauvegarder les tombes de justes parmi les nations. Sauvegarder les tombes de justes parmi les nations qui risquent demain de disparaître. C'est important ce que vous me dites là. Je vous retiens une seconde. C'est que, bon, ça c'est quand même une action méconnue, mais qui est très importante. C'est-à-dire que le Souvenir français, eh bien, a un partenariat avec Yad Vashem sur ce thème-là. Mais c'est formidable ça, de le savoir. Absolument. Ah, oui. Nous avons un partenariat avec l'association Yad Vashem pour sauvegarder toutes les tombes de justes parmi les nations qui rentrent en déshérence. En clair, les tombes de justes parmi les nations sont des tombes familiales. Ces tombes familiales vivent le temps d'une concession. Lorsque la concession arrive à terme, que se passe-t-il? Très souvent, la tombe disparaît. Nous faisons tout, nous, pour conserver cette tombe, car nous estimons qu'un juste parmi les nations parle au nom de la nation, apporte quelque chose au nom de la nation. J'ai presque envie de vous dire que c'est une mitzvah républicaine. Je suis assez d'accord avec le terme. Je n'ai jamais osé l'employer. Non, mais c'est vrai, c'est quand même formidable de le savoir. Nous sommes d'accord. Donc, on a dit entretenir. Il faut évidemment parler de la conservation. C'est aussi un acte important. Entretenir donc les tombes, les monuments, les stèles, ce qui enracine la mémoire sur le territoire, c'est ça. Et puis, conserver... c'est conserver aussi les cérémonies. Nous sommes aujourd'hui, là aussi, à un moment de bascule sur la vie commémorative. La vie commémorative, elle a été créée par et pour les anciens combattants. Lorsque les anciens combattants disparaissent, qu'est-ce qui arrive aux cérémonies? Et c'est des questions que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui doit faire qu'une cérémonie existe encore alors que ceux qui ont porté la cérémonie ont disparu? Donc, c'est des questions sur lesquelles nous nous interrogeons, c'est des questions sur lesquelles nous devons ajouter, en particulier les scolaires. Et c'est là on pense aux jeunes, évidemment. Bien sûr. Et c'est là qu'on arrive à la transmission. Oui, c'est ça. La transmission, qui est le troisième aspect, c'est quelle place doivent avoir les jeunes aujourd'hui dans ces pages d'histoire partagées. Alors, bien sûr, on pense aux voyages scolaires, on pense aux cours d'histoire, on pense à toutes les initiatives que les jeunes peuvent porter aujourd'hui. Et moi, je suis de ceux qui ne sont pas négatifs sur les jeunes d'aujourd'hui. J'estime aujourd'hui qu'il y a dans ce pays 400-500 000 jeunes qui sont déjà pré-sensibilisés. Les scouts, nous signons une convention avec les scouts israélites en ce moment. Très bien. Car les scouts sont importants. Bien sûr. Ils sont engagés dans l'histoire de la nation. Et surtout qu'il y a une lignée historique avec eux. Et ô combien, on connaît la résistance des EI pendant l'occupation. Alors, au fond, c'est vrai que l'avenir, c'est les jeunes. Moi, je vous parlais des recherches que j'ai faites. Je me suis aperçu que, vous avez une activité, mais vraiment phénoménale, inlassable. Vous allez dans les coins les plus reculés pour porter la bonne parole. Et dans le sacerdoce qui est le vôtre, vous allez évidemment à la rencontre des scolaires. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui de voir qu'effectivement, il peut y avoir un déclic pour faire en sorte que les jeunes générations reprennent ce qui avait été initié par les anciens? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Si on fait un tour de table comme ça. Je vais vous dire ma question. Moi, je suis optimiste, mais. Je vais vous dire le mais. Le problème, c'est les enseignants. Les enseignants, j'en pense beaucoup de bien. Sauf que la crise de l'enseignement, elle est devant nous. Nous avons aujourd'hui une véritable crise de l'enseignement. Peu de jeunes se présentent au concours d'enseignants. Nous avons de plus en plus de mal à recruter des enseignants. Or, c'est à ce moment où nous avons besoin d'enseignants hyper performants. C'est pas facile d'enseigner en banlieue. C'est pas facile d'enseigner la Shoah dans certaines communes de France. Bien sûr. Et c'est là qu'il nous faudrait aujourd'hui des enseignants remarquables,
bien formés, donc bien payés. Oui, oui, mais Serge Barcellini, quand vous pensez aux enseignants, il y a aussi une hiérarchie. C'est-à-dire que ça dépend aussi des responsables de l'éducation nationale. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure, vous dites, la mémoire, au fond, elle ne peut pas se couper du politique au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire, j'aime beaucoup cette idée de faire nation. Mais il faut aussi que, je dirais, à la tête de l'État, on prenne conscience que la mémoire, elle est essentielle pour précisément qu'on regarde tous dans le même sens. Nous sommes d'accord. Alors là, c'est pas simple. C'est pas simple. Le défi à relever est très compliqué. Le défi à relever est très compliqué parce que ça suppose déjà qu'en politique, on est dans le même sens, d'avoir une vision commune et qu'ensuite, de cette vision commune, on se donne les moyens pour la faire partager. Et nous savons aujourd'hui que les moyens sont d'abord des moyens financiers. Ça a l'air de rien ce que je dis, mais sont d'abord des moyens financiers. C'est vrai, mais il y a aussi des messages. Regardez, dans quelques jours, en réalité, on va se retrouver au Veldiv. Le Veldiv, souvenez-vous, le discours de Jacques Chirac en 1995, c'est véritablement un tournant. Là aussi, il y a eu un message, parce qu'avant, avec ses prédécesseurs, je dirais que ce n'était pas la même chanson, si je puis dire. Donc, vous voyez, il y a une responsabilité étatique aussi pour faire en sorte que la mémoire fasse nation. C'est ça ma réflexion. Je suis assez d'accord avec vous. Pour que la mémoire fasse nation, il faut aussi que la mémoire corresponde à la nation. C'est ça. Et le discours de Jacques Chirac correspondait parfaitement à l'attente du moment. Et puis, quelqu'un que vous connaissez bien, pour lequel vous avez beaucoup d'amitié, c'est le travail évidemment colossal de Klarsfeld. Du reste, ce jour-là, nous étions présents et il citait les travaux de Serge Klarsfeld. Je dois dire que ça a été, je referme la parenthèse, mais ça a été une grande émotion. Parce que, comme vous le dites, les familles attendaient ça. Les familles attendaient, mais bien au-delà des familles. Je crois que l'opinion publique attendait. Si le discours de Jacques Chirac a tellement été perçu positivement comme un tournant, c'est qu'il correspondait à une demande de l'opinion publique. Bien sûr, des familles. Et cette évolution de la demande de l'opinion publique, elle est due en particulier à Serge Klarsfeld. Parce que souvenez-vous, c'est son maître ouvrage de 1983, Vichy-Auschwitz, qui va entrer dans les manuels scolaires. C'est pas rien. Nous sommes d'accord. Alors justement, ma question, abandonnons-la. Le souvenir français, par votre intermédiaire, a-t-il, je dirais, des relations, si je puis dire, avec l'éducation nationale, en haut lieu? Comment ça se passe? Nous savons, je veux dire que moi, j'ai toujours le souvenir français, il ne remplace pas l'éducation nationale. Bien sûr. Le souvenir français, il apporte son partenariat aux enseignants. Alors, comment faisons-nous? Première chose, on soutient énormément les voyages scolaires. Les voyages scolaires, c'est notre principal financement aujourd'hui, avant les tombes, avant la rénovation des tombes. C'est assez étonnant. Principal financement. Et alors, attendez, voyage scolaire, je vous arrête une seconde. Sur les lieux d'extermination, des lieux en France? Tout. D'accord. C'est-à-dire aussi bien à Auschwitz, à Buchenwald, que dans le Vercors ou sur les plages du débarquement. Bien sûr. Donc, le souvenir français, c'est d'abord épauler les enseignants. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. La deuxième chose que nous faisons et qui marche très bien, nous déposons dans les lycées et les collèges des drapeaux d'associations d'anciens combattants qui ont disparu, qui sont dissoutes, car c'est ce qu'on appelle la seconde vie des drapeaux. Les enseignants, les élèves, les lycéens, les collégiens prennent en charge ces drapeaux et en connaissent l'histoire. Radadub, les drapeaux de la résistance, les drapeaux de la déportation. Il y a là un véritable travail à faire qui est ce que j'appelle la continuité d'associations qui disparaissent. C'est le même problème que pour les tombes. Nous vivons un moment charnière. Toute une génération, celle qui a porté la mémoire de 39-45, cette génération est en train de disparaître. Elle est aux 3/4 disparaître, on va dire un peu plus. Bien sûr. Aujourd'hui, nous devons nous donner les moyens de prolonger cette génération. Et ne nous leurrons pas, ces moyens, ça passe par l'éducation nationale. Ça passe nécessairement par des enseignants qui acceptent de devenir à la fois des acteurs d'histoire, mais aussi des accompagnateurs de mémoire. Ça passe par des élus locaux.
par des élus locaux. Dieu sait si en France, ces 35 000 communes sont essentielles. Ça passe par des élus locaux. Et vous avez raison, vous l'avez dit, ça passe aussi par les parlementaires et tout simplement par les gouvernements. Les gouvernements qui doivent porter quelque part ces politiques de mémoire. Les politiques de mémoire, ce n'est pas quelque chose de marginal. Les politiques de mémoire, c'est alors on me dit des fois, politique économique, la politique éducative, ça c'est essentiel. Politique de mémoire, c'est à côté. Je dis non. La politique de mémoire, c'est essentiel, car ça, c'est un ciment de société. Bien sûr. Un ciment de société, et je crois que c'est ça l'enjeu sur lequel nous sommes en permanence. Oui. Et puis implicitement, il y a un message, je dirais, démocratique et républicain. C'est-à-dire, c'est un garde-fou contre, je dirais, tous les dérapages possibles. C'est pour ça que, à mon avis, le souvenir français a un rôle aussi civique dans ce sens-là. Nous sommes totalement d'accord. J'ai toujours pensé que le souvenir français, c'est pas de la nostalgie. Voilà. Le souvenir français, c'est du civisme républicain. C'est ça. C'est une association de civisme républicain. Et c'est pour ça que, comme vous, je rappelle toujours un peu l'enracinement d'origine. Les raisons de la création à l'origine, c'est parce que nous sommes créés comme républicains que nous devons rester républicains. Alors, je parlais de l'éducation nationale. Est-ce que, évidemment, vous avez sûrement un lien avec le mémorial de la Shoah, je suppose? Alors, nous travaillons bien évidemment avec le mémorial de la Shoah. Peut-être pas suffisamment comme il le faudrait. Je travaillais, je ne vous cache pas, plus avec le mémorial lorsque j'étais dans mes anciens postes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Yad Vashem parce que, comme le souvenir français, ne l'oubliez pas que j'allais dire, l'ADN du souvenir français, c'est sauver les tombes. Oui. Donc, on s'est déjà attaqué aux tombes de Justes parmi les nations. Ça. Nous aurons demain nous intéresser très fortement sur les rares déportés juifs qui sont revenus. Que vont devenir leurs tombes? Je pense à tous nos amis. Je pense à Bulavko. Je pense à Loinger, Serge Barcellini, ils sont presque tous passés à mon antenne. Mais bien sûr qu'ils sont tous passés. Et maintenant, on peut les entendre au mémorial de la Shoah sur le site. Alors, tous ceux que vous connaissez, incroyable, mais bien tous sûr. Ceux que vous connaissez, qu'on a aimé aussi, qu'on a aimé, mais bien sûr. Par exemple, je me dis toujours, mais que va devenir la tombe de Bulavko? Une famille derrière, voilà une tombe qui va disparaître. Or, je continue à penser que les tombes, c'est des sortes de phares mémoriels. Ils doivent rester, parce que même s'ils ne sont pas utilisés, les 20 prochaines années, qui nous dit que ce ne sera pas utilisé dans 40 ans? Parce que dans 40 ans, nous aurons besoin de rappeler les destins individuels qui font destin collectif. Oui. Mais là encore, ce qui est très curieux, c'est que, je vous le dis comme ça, vous vous inscrivez sans le savoir pleinement dans la tradition juive. C'est-à-dire qu'en réalité, sauvegarder la mémoire, ça en passe aussi, je dirais, par du matériel. La tombe en fait partie, quoi. Je suis d'accord. La tombe en fait, et si je vous raconte tout cela, c'est que nous sommes là aussi à un moment où les tombes sont en train de disparaître. Oui. Entre très nombreux cimetières de France, la tombe du mort pour la France, la tombe du combattant de 14-18, la tombe du déporté qui était rentré, est en train de disparaître. Et c'est à mes yeux une erreur. C'est une faute mémorielle, car ces tombes ont un intérêt. Si elles n'ont pas un intérêt pour le temps présent, nous ne devons pas les laisser disparaître parce qu'elles auront un intérêt pour le temps futur. Tout à fait. Non, c'est une entreprise, on peut dire, de dignité contre, on peut dire, l'effacement naturel des choses. Mais, si vous voulez, il y a aussi des choses si vous voulez, qui passent malgré tout. Regardez, il n'y a pas si longtemps, je me trouvais à Bagneux, à l'occasion de la célébration de l'Union des engagés volontaires anciens combattants juifs, que vous avez connu aussi. Que j'ai bien connu. Et souvenez-vous du temps d'Ilex Beller, par exemple, il avait transmis le flambeau aux descendants. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus personne, pratiquement, sauf, il faut saluer Ida Apolloc, qui est encore une coprésidente. Mais en réalité, même s'il n'y a plus personne, on a rencontré une jeune historienne qui travaille sur ce thème. Un escadron de la Légion étrangère était là. La préfecture, les musiciens de la préfecture de police étaient là. Et très naturellement, il n'y a pas un grand monde, mais ça continue quand même. Et ça, je me suis dit, il y a quelque chose de plus fort que la mort, là. Et vous êtes d'accord? Tout à fait. Vous avez raison de rappeler, je pense à cette association, qui était tellement la démonstration
de cet engagement volontaire juif en partie en 40. Et 14-18. Et 14-18. Évidemment. Et c'est pour ça que quand vous dites qu'il y avait la Légion étrangère, c'est tellement une association qui a porté... Exact. Les régiments de marche. Bien sûr, qui a porté cette volonté, en particulier d'une communauté juive récente qui, en France, jouait cette volonté d'être français en 40. Je pense à 40, mais vous avez raison, en 14-18. Mais je pense plus en 40, parce qu'on avait eu cette arrivée de toute une arrivée de la communauté juive dans les années 1930. C'est ça. Et on va tous les retrouver s'engager en 1940. On oublie systématiquement de le dire. C'est ça. Et je pense au président que vous avez cité tout à l'heure, qui était très fortement engagé là. Oui, mais il avait déjà commencé avec la guerre d'Espagne. Je sais, voilà, exactement. Et après, souvenez-vous, il s'était dirigé dans la peinture. Alors, juste un petit trait d'histoire comme ça. Je recevais quelqu'un que vous connaissez bien aussi, qui a fait un travail avec vous sur l'histoire de la post-Shoah. C'est évidemment Olivier Lalieu. Bien sûr. On en parlait ensemble la semaine dernière. C'est que ces hommes-là ont pu se retrouver malheureusement trahis par Vichy. Absolument. Et leur famille. D'autres se sont engagés dans la résistance. Et d'autres, en fait, ont été faits prisonniers de guerre. C'était ça leur destin. Revenons un petit peu au souvenir français. Il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas couper, bien sûr, c'est le fait qu'aujourd'hui, on le sait, on est confronté, malheureusement, à la résurgence de l'antisémitisme. Alors, la question, c'est les enjeux de la mémoire aujourd'hui face... D'abord, vous l'avez cité tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, les difficultés que certains enseignants peuvent rencontrer pour enseigner la Shoah aujourd'hui. Est-ce que, au souvenir français, c'est quelque chose dont on vous parle beaucoup aujourd'hui? Est-ce que les adhérents, il faut rappeler aujourd'hui quoi, vous êtes à 200 000 adhérents, un peu plus? Oui. 200 000 adhérents. Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'on est sensibilisé par ça? Alors, je vais vous dire, le souvenir français, d'abord, je vous rappelle que le souvenir français a un secrétaire général exceptionnel, qui est le grand rabbin Raïm Corsia. Oui. Alors, c'est important, c'est important. C'est excessivement important parce que on pourrait dire, on aurait pu craindre une association comme la nôtre, qui a un enracinement local dans des territoires, quelquefois, qui peuvent nous interroger. Nous aurions pu craindre que dans notre association, quelquefois, il y ait des réflexions antisémites. Nous ne les avons jamais. Nous ne les avons jamais, ne serait-ce que parce que Raïm Corsia, comme secrétaire général, est là qui montre quelque part des valeurs, et deuxièmement parce que notre effort est bien de montrer que la communauté juive a toujours eu sa place formidablement dans la nation. Elle a eu sa place aussi bien, vous le rappeliez tout à l'heure, en 14-18, elle a eu sa place en 40, et aujourd'hui, il est essentiel de rappeler à la fois la Shoah et d'intégrer la Shoah dans ce qu'a été l'effondrement de la République. L'effondrement de la République. Et ça, c'est le rôle du souvenir français. Le rôle du souvenir français. Alors, je suis comme vous. Je m'inquiète. Je vais vous dire quelque chose. Puisque je vais vous parler tout à l'heure de Simone Veil dans une minute. Je me dis aujourd'hui, notre risque aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, ce qui faisait la force des grands témoins, ou des témoins tout simplement, c'est l'émotion qu'ils partageaient. Un ancien déporté arrivait dans une école, dans une classe, il parlait, et dans la classe, l'émotion montait. Moi, j'ai vu des jeunes pleurer après le passage de déportés dans la classe. La crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que ce ne soit plus Auschwitz qui fasse pleurer, mais Gaza. Là, il y a un problème qui est en train de poser. La crainte que j'ai, c'est justement que l'émotion aille ailleurs que sur la Shoah et sur Auschwitz. Attention, attention, attention. Là, nous sommes vraiment confrontés à une vraie question sur laquelle, faiblement, à mon faible niveau, j'essaie de réfléchir et en me disant, ça, c'est l'enjeu du futur. Je vous le redisais en introduction, je me disais, attention, la mémoire récente, il faut de l'émotion. C'est pas comme vous parlez de Vercingétorix ou de Napoléon Ier. Excusez-moi, on est en dehors de toute émotion. Là,
dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire récente, il y a l'émotion. Et ça, je suis très inquiet. Je suis très inquiet sur la banalisation du mot génocide. Bien sûr. Ce que nous vivons en ce moment est une catastrophe. Bien sûr. La remise en cause du contenu du mot génocide, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Nous disons, attention, ce n'est pas acceptable, c'est très grave. C'est même pas un problème d'acceptabilité, c'est un problème de gravité dans lequel nous sommes. Moi, si vous voulez, c'est des questions qui m'interrogent, c'est des questions que je passe au sein du Souvenir français. Notre association n'a pas le droit d'être extérieure à cette réflexion. N'a pas le droit d'être extérieure à cette réflexion. Et je vais proposer dans quelques temps, justement, de s'interroger sur la dernière génération de ces déportés qui sont rentrés. Tous ceux qu'on connaissait et qui ont disparu. Et je dis, attention, ils étaient quelque part des buts témoins de la mémoire. Et il faut que sur ces points-là, nous soyons en idée, avoir des idées et avancer. Oui. Alors, je vous écoute et je me dis qu'effectivement, cette action-là, elle est véritablement essentielle, quoi. Autrement dit, il faut parier, vous allez être d'accord avec moi, sur l'éducation, quoi. Encore l'éducation, à tout prix l'éducation, encore l'éducation. Moi, je suis persuadé, si vous voulez, qu'après l'ère des témoins, c'est l'ère des enseignants. Oui, c'est ça, l'éducation. Vous imaginez, voilà. Je crois, c'est l'idée que j'ai en ce moment, de dire, l'ère des témoins, il s'appuyait sur les associations. Aujourd'hui, en même temps que les témoins disparaissent, on a un affaiblissement des associations. Il faut impérativement qu'on se donne le moyen pour un renouvellement de l'éducation nationale, pour un renforcement de l'éducation nationale, et quelque part, pour avoir des enseignants hyper bien formés et hyper sensibilisés. Alors, voilà, je vous donne ce que je ressens, quoi, les idées qui me viennent. C'est qu'en réalité, on s'aperçoit que le Souvenir français, pour faire nation, comme vous dites, et pour faire en sorte que la mémoire perdure, elle a besoin de se développer, je dirais, dans le tissu français, dans le tissu national. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous auriez besoin, et il me semble que ce serait peut-être nécessaire, attention, j'y vais sur la pointe des pieds quand je vous dis ça, c'est d'une bonne communication de manière à ce que vous soyez plus visible, parce que vous êtes important. Or, il faut vous chercher d'une certaine manière. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est dommage. Voilà ma réflexion, c'est dommage. Parce que je vous écoute, je sais que vous êtes en plus, je vous le dis franchement, un homme formidable, et que, en fait, le Souvenir français mérite d'être en tête aujourd'hui, je dirais, des préoccupations pour que, en réalité, cette mémoire perdure et que, en fait, on ait plus de santé démocratique. Plus de santé démocratique. Écoutez, je ne peux que partager ce que vous dites. Je ne peux que partager ce que vous dites. Et vous avez tellement raison que le problème que nous avons en termes de visibilité... Voilà, visibilité. En termes de visibilité. Alors, on va parler clair. Mon problème est simple. Oui. Le Souvenir français est l'association qui a le plus de visibilité dans les journaux locaux. Ah, voilà. À chaque commémoration. Vous imaginez, voilà, puisque nous les comptabilisons, nous dépassons par an plus de 1300 articles sur le Souvenir français dans les quotidiens locaux, départementaux, on va dire régionaux. Et le Souvenir français est celui qui a le moins de visibilité dans les quotidiens, dans la presse nationale. C'est ça, c'est ça. Notre problème au Souvenir français, c'est ce niveau de verre qu'il faut passer au niveau de la presse nationale. Donc mon intuition était bonne. Votre intuition est parfaite. Votre intuition est parfaite. Oui. C'est-à-dire que plus le village est petit, plus on nous connaît et plus on est visible dans la presse locale, plus la ville est grande, l'agglomération est grande, moins on nous connaît et moins nous sommes visibles. C'est un pari fou. C'est un pari et un défi à relever qui est compliqué, car il est à la fois générationnel, mais il est aussi social. Bien sûr. Social. Les classes moyennes intellectuelles s'intéressent peu au Souvenir français. Social. Il est territorial. Les grandes villes ne s'intéressent pas au Souvenir français. Donc, gagner ce défi, relever ce défi qui est absolument nécessaire pour la nation, est un... je ne sais pas, je me bute régulièrement
Et vous avez tellement raison de le souligner. Je me bute régulièrement sur ce problème, qui est le problème de la visibilité d'une association qui est nécessaire à la France. Bien sûr. J'en suis persuadé comme vous. Hein. Je suis persuadé, sinon je ne me battrai pas. Je suis persuadé que cette association est nécessaire. Et puis une communication, parce que, regardez, on dit le souvenir français. Bon, les gens peuvent penser qu'on est dans une situation, une entité passéiste. Absolument. Alors que c'est tout le contraire. Enfin, je veux dire, par là, vous avez, je dirais, un regard sur l'avenir. Comme le dit leur rabbi Narman de Braslav, souviens-toi de ton futur. C'est ça, c'est souviens-toi de ton futur. Mais moi je suis de ceux qui disent cela. Voilà. Hein. Oui. Et justement, je vais vous en profiter pour vous parler d'une cérémonie qui a lieu demain. Mais bien sûr, au contraire, oui. C'est une cérémonie qui a lieu demain. Oui. Demain, 1er juillet, c'est, il y a 7 ans, la panthéonisation de Simone Veil. Il y a 7 ans. Grande dame. Grande dame. Oui. Je vais m'intéresser qu'à son aspect mémoriel, ce qu'elle portait en termes de mémoire. Le Souvenir français a souhaité s'associer à une initiative qui est portée par une association qui s'appelle Renaissance française, qui est une association créée par Poincaré en 1913. Ah oui, en effet. Une ancienne association qui est surtout connue à l'étranger, puisque le but de cette association... Oui, vous avez des délégations à l'étranger. Bien sûr, et cette association avait pour but nombreux pays. de faire monter la culture française à l'étranger. Aujourd'hui, avec cette association, qui est dirigée par une chef d'orchestre qui s'appelle Ayten Inan, qui est chef d'orchestre, et il y aura demain, 1er juillet, à 15h, au Panthéon, à la fois une courte cérémonie sur la tombe, où il y aura le fils de Simone Veil, Pierre-François. Le second. D'accord, très bien. Pierre-François s'est excusé. D'accord. S'est excusé car il n'est pas à Paris ce jour-là. Bien sûr, il y aura Renaissance française et il y aura le Souvenir français suivi d'un concert au sein du Panthéon à 15h. Je tenais à le dire à la totalité de ceux qui nous écoutent, les auditeurs, car... ouvert au public. Ouvert au public. D'accord. Car... rendre hommage à Simone Veil, c'est exactement dans ce qu'on est en train de se dire. Et je vous dis tout. J'ai repris, parce que je vais dire quelques mots, une très belle intervention de Simone Veil en 2002. Simone Veil intervenait devant vous avez la primeur de ce que je vais raconter. Alors ceux qui vont venir m'écouter, ils vont dire « j'ai déjà entendu ça ». Simone Veil, en 2002, intervenait devant les ministres européens de l'Éducation nationale. Et il leur disait... Il faut savoir ce qui va arriver après l'ère des témoins. Elle disait attention, en 2002, c'est-à-dire il y a 23 ans, Simone Veil disait, nous on a été les témoins, on a fait notre boulot, disait-elle. Elle ne disait pas ça comme ça. On a fait notre travail. Qui va faire le travail derrière? Qui va faire le travail derrière? Et c'est tellement essentiel. Je vous le dis parce que je suis persuadé que pour l'éducation nationale, tous les élèves qui, il y a 10 ans ou 15 ans, ont écouté un déporté ou une déportée, ils s'en souviennent encore. Bien sûr. Là, on a beaucoup de témoignages là-dessus. Oui. Le problème, c'est qu'on ne se souvient pas des enseignants, je vous le rappelle. Parce que quand on vous dit aujourd'hui, Shoah ne connaît pas, c'est plus compliqué que ça. C'est Shoah, je ne me souviens plus de mes cours d'histoire. Car moi, je ne connais pas un élève qui n'a pas eu un jour un cours sur la Shoah. Sauf que je connais des centaines de milliers d'élèves qui ne s'en souviennent plus. On se souvenait du déporté qui intervenait, l'émotion. C'est vrai. Mais on ne se souvient plus du prof qui expliquait. Et quand j'entends une partie de notre génération nouvelle qui dit « Shoah, je ne connais pas », comme hier on disait « Hitler ne connaît pas »,« Shoah, je ne connais pas », je m'interroge, je dis « Mais si, ils ont eu un cours, mais ils ne s'en souviennent plus ». Parce que ça s'est banalisé comme un cours d'histoire. Et je dis bien, l'enjeu, il est là désormais. L'enjeu, je le redirai jamais suffisamment, l'enjeu, c'est qu'à un moment où nous devons faire face aux écrans, et en 2002, Simone Veil ne parlait pas des écrans, ce n'est pas encore le cas, à un moment où nous devons faire face aux écrans en permanence, il y a cette ardente obligation d'apprentissage et de formation des enseignants futurs, car si nous ratons ça, là, on va avoir des poussées antisémites. Tout à fait. Il nous reste peu de temps. Je voudrais vous entendre lancer peut-être un appel, parce qu'en réalité, il faut le dire, le Souvenir français
il fonctionne avec les bénévoles. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a... Je lance un appel. Vous avez tellement raison de lancer un appel. Non, mais c'est important. Parce que si vous voulez pénétrer le tissu, il faut que nos concitoyens viennent à votre rencontre pour retrousser leurs manches et puis faire le boulot aussi. Moi, j'ai besoin. Vous êtes d'accord? Oh là, à tel point, si vous saviez à tel point. Voilà. Là aussi, le Souvenir français vit un moment difficile. Oui. La génération qui tenait les rênes du Souvenir français vieillit. Oui. Elle vieillit. Oui. Et face à ce vieillissement, je passe mon temps à dire il faut savoir renouveler. Et le Souvenir français vraiment a besoin de tout le monde. Il a besoin d'adhérents, il a besoin de responsables, il a besoin partout. Aujourd'hui, par exemple, nous couvrons en France que 50% des communes françaises. Vous imaginez ce que ça veut dire? Bien sûr, bien sûr. Les besoins que nous avons en termes... Et si, en effet, grâce à votre antenne, je lance cet appel. Est-ce qu'il y aurait, pardonnez-moi, un numéro de téléphone que vous connaissez ou on regarde sur Internet? On regarde sur Internet. Souvenir français. Souvenir français, on met mon nom et moi je traite Serge Barcellini et je traiterai tous ces dossiers. Alors, avant de nous quitter, il faut me faire une promesse. C'est que, je vous le dis en vous regardant bien dans les yeux, cette émission est la vôtre. C'est-à-dire, je suis mais vraiment à votre disposition pour vous recevoir quand vous voulez, de manière à passer le message au nom du Souvenir français. Ça me semble la moindre des choses, quand on dirige une émission qui s'appelle Mémoire et Vigilance, que vous soyez un invité privilégié. Je vous remercie et c'est d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, chers amis. À mercredi prochain.